jusqu'à ce que le mort s'en suive. Et où je vois le problème, moi, eh bien, lorsqu'il s'agit d'euthanasie, j'entends ce qui se passe en Suisse, en Belgique. On essaie de faire, avant l'acte, une espèce de rite où les gens peuvent se dire au revoir. Et en France, lorsqu'on pratique la sédation terminale, à ma connaissance, il n'y a pas ce rite qui, à mon avis, se justifie autant que pour une euthanasie. Voilà, je rectifie les choses. Quand je dis sédation égale euthanasie, non. D'accord. Je ne vous prêtais pas, hein, j'espère. Non, mais je m'explique. Je m'explique. Et donc, pour moi, il y a urgence et c'est important que la société et nous réfléchissions au sens de la sédation terminale avec les conséquences que ça implique, c'est-à-dire que ça ne soit pas un geste médical uniquement, mais qu'il y ait un rite. Voilà. Je vais réagir tout de suite et puis après je vais vous montrer une petite photo, parce que quand même, on va faire un peu science, je vais sortir un diaporama, je vais vous montrer. Ce qui est juste dans ce que vous dites, il y avait encore hier soir quelqu'un qui nous disait, ma belle-mère, on lui a mis de la morphine, on l'a endormie, puis petit à petit, et puis on ne l'a pas réveillée. D'accord? Et là, dans ce que vous dites, moi, il me semblait justement que quelqu'un qui demande à dormir jusqu'au bout, d'accord, que ça pourrait créer des rituels, dans ce que vous dites. Créer le fait qu'une maman dise à ses enfants, voilà, ma vie, voilà, je n'en peux plus, c'est plus vivable, j'ai demandé au docteur de m'endormir jusqu'au bout. Et donc, du coup, il y a un échange. Quand on dit qu'il n'y a plus de communication, il faut que la personne dort. Et dans ce sens-là. Et souvent, les familles ont l'impression que d'un endormissement réversible, petit à petit, on arrive sur un endormissement complet. Et là où vous avez raison, dans les familles en deuil, c'est très difficile après. Parce qu'ils disent on n'a pas parlé de rien du tout. Et il y a certainement quelque chose à réinventer de l'échange entre les gens qui vont mourir et ceux qui vont rester. Et voilà, à inventer. Sur l'analyse des rites avant, effectivement, j'ai eu un jour un débat très, très riche où, alors, vous voyez, pas de réponse personnelle, c'est une réponse globale, hein, on me disait, oui, finalement, entre une pratique sédative et une euthanasie, le rituel ressemble énormément. C'est-à-dire qu'il y a un au revoir, il y a une décision, il y a un moment, il y a un début, il y a une fin. Pas tout à fait. L'euthanasie, on maîtrise tout. Le moment du début, le moment de la fin. La sédation, non. Vous maîtrisez le moment du début, vous ne maîtrisez pas le moment de la fin. C'est très clair. L'euthanasie, il est 10h40, 10h45, ça c'est fini. La sédation, j'endors maintenant, on va passer le temps. Mais c'était un peu compliqué à percevoir. Par contre, il y a des rites avant. Et certains m'ont dit, mais on fait les mêmes rites. J'ai dit oui. Mais vous faites exactement les mêmes rites dans d'autres situations d'accompagnement standard. Ma grand-mère qui a appelé tous ses petits-enfants avant de mourir, c'est un rite. Mais elle n'a pas demandé ni l'euthanasie, ni la pratique sédative. À l'époque, elle est restée chez elle. Voilà, on l'a quand même hospitalisée un tout petit peu. Mais c'était un rite. Le revoir est un rite. Alors c'est vrai que dans les pratiques euthanasiques, ce rite est très mis en avant. Parce que, il faut voir que les personnes qui demandent l'euthanasie sont des personnes, globalement, qui sont extrêmement dans la maîtrise. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir maîtriser leur vie, ils ont souvent maîtrisé leur vie, ils vont vouloir maîtriser leur mort. À tel point qu'elles vont vouloir, entre guillemets, ritualiser la fin de leur vie, voire leurs obsèques. Et je pense qu'il y a là quelque chose d'important à comprendre de cette maîtrise absolue. Et on a l'habitude de dire que les rites ne sont pas faits pour les morts. Une messe n'a jamais été faite pour le mort. Le mort, il est mort. C'est fait pour ceux qui restent. Bon, on voit bien toute la difficulté
lorsque nous on suit de temps en temps des familles où la personne vivante a organisé totalement les rites funéraires, la famille est désemparée, ne sait pas comment faire et est obligée d'en réinventer. C'est la même chose avant de mourir, mais probablement que dans les pratiques sédatives de ceux qui demandent ou dans l'euthanasie, la personne étant plus dans une forme de maîtrise, va plus chercher à aussi maîtriser les rites. Ça va peut-être nous paraître, cette phase d'avant la mort, plus ritualisée, plus maîtrisée. Mais pour autant, je suis intimement persuadé que dans tout accompagnement, il y a une forme de ritualisation de l'avant du décès et de l'après-décès. Alors là, donc voilà, c'était une remarque sur cette difficulté de présence des aidants pendant tout ce temps, qui concerne la sédation profonde, qui semble être un point, en tout cas, souvent débattu, en tout cas intéressant à mon sens. Et puis l'autre aspect, par rapport à ce que vous disiez de la mort maîtrisée, moi, plus j'accompagne et plus je trouve que les directives anticipées, finalement, font partie de ce processus de mort maîtrisée. Dernièrement, à titre personnel, je parlais à mes parents de cette importance, ou en tout cas de cette possibilité d'écrire ces directives, et mon père qui a longtemps vécu en Algérie et qui a été élevé dans ce principe à la grâce de Dieu, en tout cas personnellement, m'a dit, écoute, moi j'ai plutôt envie de laisser faire les choses et de ne rien écrire du tout, et voilà, qu'il advienne ce qu'il adviendra. Donc finalement, ces directives font partie de cette maîtrise. Je vous rejoins complètement sur cette notion de maîtrise par les directives anticipées. Et sur la première question de ce temps, il s'agit aussi de formation des professionnels de santé à accompagner dans ce temps qui dure, ce temps qui parfois a du mal à trouver du sens. Et que faisons-nous, professionnels de santé, bénévoles d'accompagnement, pour arriver à donner ce sens? Moi, je pense que pour laisser Huguette répondre pour les bénévoles, pour les associations, pour les professionnels de santé, tout le monde est très sensible à l'accompagnement. Je vois les élèves infirmiers, je vois les étudiants en médecine, ils sont tous sensibles à ça, ils ont plein de trucs à faire, mais ils sont très attachés à ça. Encore faut-il les former, encore faut-il mettre en priorité, enfin pas en priorité, mais en avant la formation. Vous avez en France 6 professeurs de médecine palliative. 6. Enfin non, nous sommes 5. On a perdu un. On a perdu, il n'a pas été nommé. 5 sur l'ensemble de la France. Vous pouvez y aller pour former les 8000 étudiants en médecine chaque année. Donc ce que je voudrais quand même pas, c'est que la réponse à ce que le CCNE avait parlé d'un mal mourir en France, ça soit d'aller ailleurs et de renforcer cette notion de maîtrise de la mort, parce qu'on aurait été incapable de former des professionnels à accompagner les personnes, et parce que la société globalement ne s'est pas investie non plus pour le faire. Il ne faut pas demander qu'aux professionnels de santé de s'investir. Alors je dis ça devant des personnes qui sont convaincues, je suis sûr, de ça, mais ce n'est pas possible, parce que nous, on ne pourra pas faire ça. Donc, c'est comment la société s'organise, et je ne vous cache pas que ma crainte, c'est de voir que la société s'écarte de cette question elle-même, et qu'elle-même, elle se dit, après tout, peut-être autre chose à faire, au nom global, autre chose à faire que d'accompagner un des miens qui approche au terme de sa vie. Après tout, on n'est peut-être pas à 5 jours près, et que voilà. Oui, c'est de l'ordre de l'abandon. C'est de l'ordre de l'abandon. Et puis je vous disais tout à l'heure au départ aussi, quand vous êtes dans une chambre où quelqu'un dort, où il n'y a donc pas de communication verbale, le reste, voilà, qu'est-ce que je pense, c'est quoi ma réflexion à ce moment-là, et ça va être quoi dehors ce que je vais dire. Et pour ça, les groupes de parole sont drôlement importants pour pouvoir venir dire, eh ben oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, un instant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Ça sert à quoi? Il y en a d'autres qui parlent. Enfin, je crois qu'on a aussi le droit d'écouter ses émotions, ses ressentis, mais d'échanger. Et c'est bien le principe de non-abandon, quand même. Et puis, quand on dit la personne endormie, il y a aussi les proches. Effectivement, et quand je dis les proches, c'est les enfants, les petits-enfants, enfin, tous les conjoints, l'autre, enfin, tout. Ouais.
notre place, elle est certainement là aussi. Ce qu'il faudrait peut-être savoir, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure en quantité, d'après ce que j'ai entendu, c'est quand même relativement rare. Donc est-ce que, est-ce que ça représente beaucoup de personnes finalement qui demandent cette sédation terminale moi je suis à 0. Voilà. À 0 depuis un... Depuis un an. Oui, voilà, depuis un an, j'allais dire depuis un certain temps. Alors peut-être une, mais c'est pareil. Ensuite, c'est difficile. Les personnes peuvent demander à dormir, mais sans faire appel à la loi. Parce qu'avant la loi, j'avais des personnes qui me demandaient déjà à dormir. Celles qui continuent à le faire, je ne dis pas qu'elles font appel à la loi, elles font appel aux bonnes pratiques. Donc, celle qui a levé la main en disant il y a un droit du 16 février 2016 de la loi Claes-Leonetti qui me donne le droit de dormir, non. Un patient qui me dit moi je veux être sûr de ne pas souffrir au moment de mourir et est-ce que je pourrais dormir, qu'est-ce que vous pouvez me proposer qu'on évoque la question de la sédation? Oui, tous les jours. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on voit de temps en temps, et peut-être que vous voyez, ce sont les familles qui viennent. Or, vous avez dû remarquer que c'est un droit du malade. Je n'ai pas le droit d'endormir feu ma belle-mère. Et puis quand on me fait le regard, effectivement, quand je suis avec la famille, et bien vous l'avez appris en formation, de bien faire la différence entre quand il dort, il n'est pas mort. Donc on n'est pas déjà dans un deuil anticipé. Enfin, voilà, il y a aussi un présent à vivre là, dans cette situation-là. Oui, Marie. Je pense sincèrement que pour les bénévoles que nous sommes, les accompagnants que nous sommes, enfin en ce qui me concerne, aller auprès d'une personne en sédation, c'est très important, et pour la personne, même si elle dort, et pour le bénévole. Hein? Il remplit sa tâche, là, il remplit son rôle, il ne peut pas dire « Oh ben celui-là dort, je m'en vais », ça ne se fait pas comme ça. C'est important pour les deux d'y aller. On ne sait pas si la personne sous sédation ne ressent pas les choses, ne sait pas les choses. Moi je me suis trouvée, je m'écarte un peu de la sédation auprès de personnes qui divaguaient complètement atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et ben je restais une demi-heure près d'elle et je les caressais, enfin la caressais la main, hein. Et je... Non, mais je veux dire... non, parce qu'on peut dire, tu empiétais sur... Bon, non, je veux dire, mais j'étais là. Et la dame délirait, elle paraissait à des milliers de kilomètres de là. Et ben j'étais près d'elle. Je suis sûre qu'elle devinait, elle sentait qu'on était... Mais en vous écoutant parler, je voulais dire, je suis désolée, je suis arrivée en retard, je n'ai pas tout entendu. Mais le professeur Le Riche de l'hôpital américain de Neuilly disait la seule douleur supportable, et ça continue, c'est celle de l'autre.